Nous allons définir la notion de vecteur. Soit A et B, deux points distincts du plan, on va considérer la translation qui transforme A en B. On va dire que cette translation est une translation de vecteur AB, que l'on note de cette manière-là, AB avec une flèche au-dessus. Et le vecteur AB, on le représente dans le plan. Voici les points A et les points B. Le vecteur AB est représenté par une flèche qui a pour origine A et pour extrémité B. Vous voyez cette flèche. Ce vecteur AB, il a pour direction la direction de la droite AB, la direction de la droite AB. Pour sens, le sens de A vers B. Vous voyez que sur la direction de la droite AB, il y a deux sens possibles, de A vers B ou de B vers A. Donc la flèche ici indique que le sens est de A vers B. Et enfin, ce vecteur AB a pour norme la longueur AB. Donc on appelle norme de AB la longueur AB, c'est-à-dire la longueur du segment AB. Cas particulier, la translation qui transforme A en lui-même. Donc c'est une translation de vecteur AA. On note le vecteur AA 0 avec une flèche et on appelle le vecteur nul. Donc la translation qui transforme un point en lui-même est la translation de vecteur nul qui est notée donc 0 avec une flèche. Nous allons maintenant définir ce que l'on appelle deux vecteurs égaux. Si la translation qui transforme A en B transforme aussi D en C, on dit que les vecteurs AB et DC sont égaux et on note AB égale DC. Alors sur notre schéma, voici A et B. La translation qui transforme A en B transforme aussi D en C. Vous voyez, cette translation-là transforme aussi D en C. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC. Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont même direction, même sens, même norme. Même direction, ça veut dire que la droite AB est parallèle à la droite DC. Même sens, ici, de gauche à droite, de A vers B, et DC de gauche à droite. Et enfin, même norme, c'est-à-dire que la longueur AB est égale à la longueur DC. Il existe une infinité de vecteurs égaux à un vecteur donné. Ici, on a considéré un vecteur U qui est lui-même égal au vecteur AB et qui était lui-même égal au vecteur DC. Vous voyez que le vecteur U a la même direction que AB et DC, le même sens et la même longueur, la même norme. Et vous pouvez imaginer une infinité d'autres vecteurs dans ce plan qui sont égaux à AB, DC et à U. On va dire que le vecteur AB est le représentant de U d'origine A, ayant pour origine A. On va dire que le vecteur DC est le représentant de ce vecteur U ayant pour origine D. Propriété, si le vecteur AB est égal au vecteur DC, ici, donc ça veut dire que la droite AB est parallèle à la droite DC, que la longueur AB est égale à la longueur DC, ça vous rappelle des souvenirs, ça veut tout simplement dire alors que ABCD est un parallélogramme. Donc si AB égale DC, AB égale DC, si et seulement si ABCD est un parallélogramme. Je répète pourquoi, parce que la droite AB est parallèle à la droite DC et que le segment AB est égal au segment DC. Alors, ce parallélogramme peut éventuellement être aplati, c'est le cas ici. Vous voyez, AB, CD sont alignés, donc sont collinaires. Donc AB, CD, on a un parallélogramme, mais il est aplati ici. Nous allons maintenant définir le vecteur opposé d'un vecteur U. Soit U un vecteur non nul, le vecteur opposé de U est le vecteur qui a la même direction que U, la même norme que U, mais qui est de sens contraire à celui de U. Et ce vecteur opposé de U, on va le noter moins U. Voici une représentation graphique, donc le vecteur U et le vecteur moins U. U et moins U ont la même direction, U et moins U ont la même norme. En revanche, U et moins U ont des sens contraires. Le sens de U, de la gauche vers la droite, le sens de moins U, de la droite vers la gauche. ABCD est un parallélogramme de centre O, c'est-à-dire le point de rencontre de ces diagonales. On nous pose un certain nombre de questions. D'abord, le vecteur AB. Est-ce que l'on peut déterminer sur ce schéma un vecteur qui soit égal au vecteur AB? Alors voici le vecteur AB, et on voit tout de suite que le vecteur DC est égal
au vecteur AB. Pourquoi? Parce que ABCD est un parallélogramme, et donc les vecteurs AB et DC, si on les considère, la direction de AB est la même que la direction de DC, parce que les droites AB et DC sont parallèles. Le sens de A vers B, de D vers C est le même aussi, et la longueur de AB est égale à la longueur de DC, c'est-à-dire que la norme du vecteur AB est égale à la norme du vecteur DC. Donc, les vecteurs AB et DC remplissent les trois conditions nécessaires pour que deux vecteurs soient égaux. AB égale DC. BC égale AD selon les mêmes principes. AO égale OC. En effet, AOC sont alignés, donc AO et OC ont la même direction. AO et OC ont le même sens, de A vers O et de O vers C. Et enfin, la longueur AO est égale à la longueur OC. Vous voyez que AO n'est pas égal à CO. AO, le vecteur AO n'est pas égal au vecteur CO parce qu'ils n'ont pas le même sens. Ils ont des sens opposés. L'un de A vers O et l'autre de C vers O. OD égale BO. Maintenant, on nous demande un représentant de OA ayant pour origine C. C'est-à-dire, on cherche un vecteur qui est égal à OA et qui a pour origine C. Un vecteur qui est égal à OA et qui a pour origine C, donc CO. Et enfin, on cherche un représentant de DA ayant pour origine B, c'est-à-dire un vecteur qui soit égal au vecteur DA et qui ait pour origine B. Et là, on est obligé de prolonger CB pour obtenir ce représentant. On cherche donc un point E tel que le vecteur BE soit égal au vecteur DA. Donc, voici le point E. Il est le symétrique du point C par rapport à B et il est aligné. Donc, E, B et C sont alignés. Donc, BE est le représentant de DA ayant pour origine B. Nous allons maintenant définir la somme de deux vecteurs U et V. Soit deux vecteurs U et V, le vecteur U plus V, donc la somme de U et de V, est le vecteur associé à la translation qui résulte de l'enchaînement des translations de vecteurs U et de vecteurs V. Considérez un point A, ici le vecteur U, donc la translation de vecteur U transforme le point A en point B. Et ensuite, la translation de vecteur B transforme le point B en point C. Et donc l'enchaînement de ces deux translations transforme le point A en point C. Et cet enchaînement est une translation dont le vecteur est le vecteur U plus V, la somme de U et de V. Si on donne des noms à l'origine et l'extrémité de U et de V, donc AB et BC, on a donc le vecteur AB plus le vecteur BC égale au vecteur AC. C'est la relation de Schall que vous connaissez. Pour tout point ABC, AB plus BC égale AC. C'est-à-dire que si l'on a ici deux vecteurs, l'extrémité de l'un est égale à l'origine de l'autre, on peut simplifier B plus et B et on obtient le vecteur AC. AB plus BC égale AC, relation de Schall. Les propriétés de l'addition vectorielle pour tout vecteur U, V, W, U plus V égale V plus U. C'est-à-dire que l'enchaînement des translations peut se faire dans n'importe quel ordre. U d'abord, V ensuite, ou bien V d'abord et U ensuite. On aboutit au même point C. U plus le vecteur, n'importe quel vecteur U, additionné au vecteur nul, donc U plus vecteur nul égale vecteur nul plus U égale U. Et enfin, U plus V plus W égale U plus V plus W, c'est-à-dire qu'on peut enlever les parenthèses, on peut même écrire U plus V plus W. Nous allons nous entraîner à déterminer des sommes de vecteurs en faisant un exercice ensemble. Cette figure représente 6 parallélogrammes égaux que vous voyez ici. On nous demande de déterminer ces trois sommes. D'abord, IJ plus FG plus CD. Donc, IJ plus FG plus CD. Comment allons-nous procéder? Donc, vous voyez que ici, FGKJ est un parallélogramme, donc FG égale JK. Donc, on a ici IJ, je remplace FG par JK. Ensuite, CD. CDHG est un parallélogramme, donc CD égale
GH. Mais GHLK est aussi un parallélogramme, donc GH égale KL. Donc, finalement, CD est égal à KL. Et maintenant, la relation de Schall, IJ plus JK, c'est IK, et IK plus KL, c'est IL. La deuxième somme, EJ plus JK plus KH. EJ plus JK plus KH, c'est directement la relation de Schall, double application de la relation de Schall, EJ plus JK, EK, plus ensuite KH, et EK plus KH, c'est EH. La dernière somme, AF plus JK plus GD. AF plus JK et plus GD. Alors, AF plus JK plus GD. Et on voit que comme F, G, K, J est un parallélogramme, JK est égal à FG. Donc on va remplacer JK par FG. AF, on remplace JK par FG. Et là, donc, double application de la relation de Schall. AF plus FG, AG. Et ensuite AG plus GD égale AD. Donc AF plus JK plus GD est égal à AF plus JK plus GD égale AD. Nous allons définir le produit d'un nombre réel par un vecteur. Soit U un vecteur non nul et K un nombre réel non nul. Le vecteur K fois U est le vecteur de même direction que U, de même sens que U si K est strictement positif et de sens contraire si K est strictement négatif, et dont la norme, la longueur, est égale à valeur absolue de K fois la longueur de U. Une illustration sur ce schéma, voici un vecteur U, voici le vecteur 2 fois U. Ce vecteur 2 fois U, il a la même direction que celle du vecteur U, il a le même sens, parce que 2 est strictement positif, le même sens, vers le haut, et sa longueur est égale au double de la longueur de U. Voici le vecteur moins 3 demi de U. Moins 3 demi de U, donc la multiplication de moins 3 demi, qui est un nombre réel strictement négatif, par U. Moins 3 demi de U a la même direction que U. Il est de sens contraire à celui de U, sens opposé à celui de U. Vous voyez, U monte alors que moins 3 demi de U descend. Et la longueur, la norme de moins 3 demi de U est égale à 3 demi fois la longueur de U. Ici, on a 2 diagonales et ici, on a 3 diagonales. Qu'arrive-t-il si le vecteur U ou le nombre réel K est nul? Dans ce cas-là, si U égale 0, vecteur nul, ou K égale 0, alors K fois U est le vecteur nul. Les propriétés de cette multiplication d'un vecteur par un nombre réel, soit U et U' de vecteurs et K et K' de nombres réels. Alors, K fois U plus U' égale K fois U plus K fois U'. Par exemple, 5 fois U plus V, c'est 5 fois U plus 5 fois V. Ici, K fois K'U égale KK' fois U. Par exemple, 2 fois 3U est égal à 6U. Et là, K fois U plus K'U égale K plus K'U. Par exemple, 2U plus 3U est égal au vecteur 5U. On considère deux vecteurs, AB et AC, et on nous demande de déterminer le point D tel que AD égale moins 1 tiers de AB plus 1 demi de AC. On va commencer d'abord par moins 1 tiers de AB, c'est-à-dire déterminer un vecteur égal à moins 1 tiers de AB ayant pour origine A. Alors moins 1 tiers de AB, c'est donc un vecteur qui a la même direction que AB. Sa longueur est égale à 1 tiers de la longueur de AB, c'est-à-dire AB c'est 6 carreaux, donc moins 1 tiers de AB a pour longueur 2 carreaux, et le sens de moins 1 tiers de AB est opposé à celui de AB, donc voici moins 1 tiers de AB. Dans ce sens. Donc, ce vecteur-là, c'est un vecteur qui est égal à moins 1 tiers de AB. On va lui additionner un vecteur égal à 1 demi de AC. Voici AC. 1 demi de AC, c'est donc un vecteur dont la direction est parallèle à celle de AC, qui a le même sens parce que 1 demi est positif, et dont la longueur, la norme, est égale à la moitié de la longueur de AC. Donc, voici
ce vecteur, donc moins 1/3 de AB plus 1/2 de AC, et voici le point D que l'on nous demande de déterminer. Nous allons maintenant définir ce qu'est une base orthonormée des vecteurs du plan. Soit deux vecteurs I et J, dont les directions sont perpendiculaires, donc voici le vecteur I, voici le vecteur J, leurs directions sont perpendiculaires, on dit aussi orthogonales, et de plus, norme de I égale norme de J égale 1, c'est-à-dire que la longueur de J est égale à la longueur de I est égale à 1. Et alors, on dit que IJ, que l'on écrit sous cette forme-là, donc parenthèse, I virgule J avec vecteur I, vecteur J, on dit que IJ est une base orthonormée des vecteurs du plan. À quoi sert d'avoir une base orthonormée des vecteurs du plan? Tout vecteur U du plan va s'écrire de manière unique sous la forme U égale X fois I plus Y fois J, où X et Y sont des nombres réels que l'on appelle les coordonnées du vecteur U. Et on va écrire U sous cette forme-là, XY, où X et Y sont donc les coordonnées de U dans la base IJ. Si U a pour coordonnées XY dans la base IJ, alors la norme de U est égale à racine de X2 plus Y2. Une illustration, donc voici notre base donc orthonormée, IJ, donc deux vecteurs I et J, je rappelle, donc qui ont pour longueur 1 et dont les directions sont perpendiculaires. Voici un vecteur U. Ce vecteur U va s'écrire sous une forme unique, sous la forme X fois I plus Y fois J. Voyons cela, voyez le vecteur U. Le vecteur U, c'est 2 fois I plus 3 fois J. Donc U, c'est 2I, et I ici, 2 fois I plus 3 fois J. Donc U s'écrit sous la forme de I plus 3J. Donc U a pour coordonnées 2, 3 dans la base IJ, et la norme de U est égale à donc racine de X2 plus Y2, donc racine de 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire racine de 4 plus 9, racine de 13. Et vous retrouvez le théorème de Pythagore, en effet. Quelle est la longueur de U au carré? Ici, donc on a un triangle rectangle, donc la longueur de U au carré, 2 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire donc la longueur de U au carré, c'est 13, et la norme de U est donc égale à racine de 13. Nous allons déterminer par lecture graphique les coordonnées des vecteurs U, V, W dans la base orthonormée I, J. On va commencer par le vecteur U. Alors ce vecteur U, il est égal à 3 fois I plus J. Vous voyez, une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois, trois fois I plus J. Ces coordonnées sont donc 3, 1. Et on peut les lire aussi comme ça. Voici le vecteur U. Ici sur l'axe des I, c'est-à-dire sur la direction de I, 3 carreaux, 1, 2, 3. Et sur la direction de J, 1 carreau, donc 3. Les coordonnées du vecteur V maintenant. Ce vecteur V, donc V égale I moins 2J. Pourquoi moins 2J? Parce que I, donc une fois I, de la gauche vers la droite, et ensuite on descend. Moins 2J, parce que la direction, le sens de J est vers le haut. Donc I moins 2J. V égale I moins 2J. Les coordonnées de V sont donc 1 et moins 2. Que l'on peut lire aussi comme ceci, et donc 1 et moins 2, parce qu'on descend là, donc on descend vers le bas, alors que là on va de gauche vers la droite, 1 carreau, et ici on descend de 2 carreaux, 1 et moins 2. Maintenant, les coordonnées de W. Ici, donc moins 2i, moins 2j, moins 2i et moins 2j. Donc les coordonnées, moins 2, que l'on peut voir aussi ici. Donc ici 2 carreaux et ici 2 carreaux vers le bas, 2, et là aussi 2, donc moins 2 ici, et ce moins 2 là, ici. Des propriétés qu'il faut connaître, soit IJ une base orthonormée, U1 et U2, deux vecteurs dont les coordonnées respectives dans cette base sont X1, Y1 et X2, Y2.
et deux nombres réels K1 et K2. Première propriété, les deux vecteurs U1 et U2 sont égaux si et seulement si leurs coordonnées sont égales, c'est-à-dire si et seulement si x1 égale x2 et y1 égale y2. En effet, on a vu qu'un vecteur ne pouvait s'écrire que d'une seule manière sous la forme xi plus yj. Donc si deux vecteurs sont égaux, ils ont la même manière d'être écrits sous la forme xi plus yj, donc leurs coordonnées sont égales. Deuxième propriété, les coordonnées des vecteurs U1 plus U2 et K1 U1 sont, donc les coordonnées du vecteur U1 plus U2 sont les sommes des coordonnées des vecteurs U1 et U2. Donc les coordonnées de U1 plus U2 sont x1 plus x2 et y1 plus y2. Et de la même manière, les coordonnées de K1 fois U1 sont K1 x1 et K1 y1. Et si on combine ces deux propriétés de manière plus générale, les coordonnées de K1 U1 plus K2 U2 sont K1 x1 plus K2 x2 et K1 y1 plus K2 y2. Une illustration. Donc, voici une base orthonormée, donc I, J, et on va considérer deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V. Quelles sont les coordonnées de U et de V? Le vecteur U, vous voyez qu'il est égal à 4 fois I, donc ses coordonnées sont 4 et 0. Le vecteur V, 2i plus 2j, donc ses coordonnées sont 2 et 2. On va s'intéresser maintenant au vecteur moins 1 demi de u. Moins 1 demi de u, donc voici u, moins 1 demi de u, le voilà. Moins 1 demi de u a la même direction que u, le sens contraire et une longueur qui est égale à la moitié de la longueur de u. Et les coordonnées de moins 1 demi de u sont tout simplement moins 1 demi fois les coordonnées de u, c'est-à-dire moins 2 et 0, ce que l'on voit ici, vous voyez, moins 2 et 0, c'est-à-dire que moins 1 demi de u, c'est moins 2 fois i et 0 fois j. 2 fois v, quelles sont les coordonnées de 2 fois v? Si les coordonnées de v sont égales à 2 et 2, les coordonnées de 2 fois v sont 4 et 4. Et 2 fois v, le voici. Donc il a la même direction bien sûr que v, le même sens, et sa longueur est égale à 2 fois la longueur de v. Et maintenant, si on additionne moins 1 demi de u et de v, donc moins 1 demi de u plus de v, on obtient ce vecteur rouge que vous voyez là. Et donc, quelles sont ses coordonnées? Les coordonnées des moins 1 demi de u plus de v sont égales à moins 2 plus 4, c'est-à-dire 2, et 0 plus 4, c'est-à-dire 4. Donc, les coordonnées de moins 1 demi de u plus de v sont 2, 4, que l'on vérifie ici sur le schéma, 2 et 4. IJ est une base orthonormée. On définit deux vecteurs u et v par u égale 3i moins 5j et v égale moins i moins 3j. On nous demande de déterminer les coordonnées de ces deux vecteurs u et v dans la base ij. On définit ensuite un nouveau vecteur w égale 2u moins v. On nous demande quelles sont ses coordonnées dans la base ij, puis on nous demande de calculer la norme de w. Je vous invite à répondre à ces questions avant de prendre connaissance du corrigé. On va d'abord déterminer les coordonnées des vecteurs u et v. U s'écrit sous la forme 3i moins 5j, donc par définition, ces coordonnées dans la base ij sont, donc on a 3i moins 5j, on écrit 3, c'est la première coordonnée, et moins 5 qui est la deuxième coordonnée. 3, c'est le coefficient de i, et moins 5, c'est le coefficient de j, que l'on classe de cette manière-là. Donc en haut, on met le coefficient de i, et en bas, le coefficient de j. Donc les coordonnées de u dans la base ij sont 3 moins 5. De la même manière, v égale moins i moins 3j, donc le coefficient de i est égal à moins 1, que l'on retrouve ici, et le coefficient de j moins 3, que l'on retrouve là. Donc u 3 moins 5 et v moins 1 moins 3, donc on a les coordonnées de u et de v dans la base ij. Quelles sont les coordonnées de w égale 2u moins v? Les coordonnées de w égale 2u moins v s'obtiennent à partir de celles de u et de v avec cette opération-là, c'est-à-dire que on prend la première coordonnée de u, la première coordonnée de v, et la première coordonnée de w va être donc 2 fois 3 moins 1. 2 fois 3 moins 1, c'est-à-dire qu'on applique 2u moins v sur la première coordonnée et sur la deuxième. Donc 2 fois 3 moins 1. Et ensuite, la deuxième coordonnée, 2 fois moins 5 moins 3.
2 fois moins 5, moins 3. 2 fois 3 moins 1, c'est 7. Et 2 fois moins 5 moins 3, c'est moins 7. Donc les coordonnées de W dans la base IJ sont 7 et moins 7. Quelle est la norme de W, du vecteur W? La norme de W, c'est W a pour coordonnées X et Y. La norme de W, c'est racine de X2 plus Y2. Donc racine de 7 au carré plus moins 7 au carré. Donc 7 racine de 2. Parce qu'ici, vous avez 49 et 49. 2 fois 49. 49, on le sort de la racine, c'est 7, et il reste 2. Donc, norme de W égale 7 racine de 2. Nous allons maintenant définir ce qu'est un repère orthonormé du plan. Un repère orthonormé du plan, c'est tout simplement un point grand O qu'on va appeler origine du repère et une base orthonormée IJ que voici. Donc une base orthonormée IJ, et on a considéré ici deux vecteurs I et J qui ont pour origine le point grand O, qui est donc l'origine du repère. Donc O, I et J. À quoi sert un repère orthonormé du plan? Un repère orthonormé du plan nous permet de situer n'importe quel point du plan. Comment? Si on considère un point grand M du plan, le vecteur OM va s'écrire d'une seule manière sous la forme OM égale XI plus YJ. C'est une propriété que l'on a vue, c'est la définition même de la base orthonormée IJ. N'importe quel vecteur va s'écrire sous une forme unique, sous la forme XI plus YJ. Et donc si on considère un point grand M du plan, le vecteur OM va s'écrire d'une seule manière, sous la forme XI plus YJ. Et X et Y sont donc les coordonnées du vecteur OM. Mais X et Y sont aussi les coordonnées du point grand M. On va dire que X est l'abscisse du point grand M et Y est l'ordonnée du point grand M. C'est un vocabulaire que vous connaissez. Donc ici, on a un point M dans ce repère. X est son abscisse et Y c'est son ordonnée. Et OM, le vecteur OM, est donc égal à XI plus YJ. Et on va noter M, X, Y, donc ça veut dire le point M qui a pour abscisse X et pour ordonnée Y. Quelques propriétés qu'il faut bien connaître. Dans un repère orthonormé OIJ, on considère les points A et B. Le point grand A a pour abscisse XA et pour ordonnée YA, et le point grand B a pour abscisse XB et pour ordonnée YB. Alors, les coordonnées du vecteur AB sont AB, donc XB moins XA, YB moins YA. XB moins XA, YB moins YA sont les coordonnées du vecteur AB. La longueur AB, c'est-à-dire la norme du vecteur AB, est égale à racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc AB égale racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Ce n'est rien d'autre que le théorème de Pythagore que l'on applique là. AB au carré égale AC au carré plus BC au carré. BC au carré, c'est XB moins XA au carré, et AC au carré, c'est YB moins YA au carré. Et donc AB au carré est bien égal à XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré, et AB est donc égal à racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Les coordonnées du milieu grand M du segment AB s'obtiennent par ces formules. XM, l'abscisse du milieu du segment AB, XA plus XB sur 2, YM, l'ordonnée du milieu M du segment AB, YA plus YB sur 2, facile à retenir. XM, donc M est le milieu du segment AB, XM égale XA plus XB sur 2, et YM égale YA plus YB sur 2. Nous allons tout de suite faire des exercices pour nous entraîner à utiliser ces formules. Dans un repère orthonormé, on nous donne les 3 points ABC, donc A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées moins 1, 3 et C de coordonnées 3, 6. M est le milieu du segment BC, on nous demande de calculer AM, donc la longueur AM. Dans ce schéma, on a représenté les 3 points A, B et C et le point M. Pour calculer la distance AM, nous allons donc calculer les coordonnées de M. On connaît déjà les coordonnées de A et on pourra donc calculer la longueur AM. Quelles sont les coordonnées de M? XM égale, donc M est le milieu du segment BC, donc XM égale XB plus XC sur 2, c'est-à-dire moins 1 plus 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1. Et YM égale à YB plus YC divisé par 2, 3 plus 6, 9 divisé par 2, 9 demi. Donc les coordonnées du point M sont 1 et 9 demi. 1 et 9 demi, on vérifie que ça colle bien avec le schéma que l'on a, 1 et 9 demi, 1, 2, 3, 4 et demi, donc ça colle bien.
Connaissant les coordonnées de M et de A, on peut calculer la distance AM. AM égale donc racine de xm moins xa au carré plus ym moins yk au carré, ce qui donne donc 1 moins 1 au carré plus 9 demi moins 2 au carré sous la racine, c'est-à-dire 5 demi au carré. Racine de 5 demi au carré, c'est 5 demi. Donc AM est égal à 5 demi, et là aussi on vérifie que ça colle bien avec notre schéma. AM égale 5 demi, c'est-à-dire 2,5. 1, 2, 2,5. Nous allons définir ce que sont deux vecteurs collinaires. Dire que deux vecteurs non nuls U et V sont collinaires signifie qu'il existe un nombre réel lambda tel que V égale lambda fois U. Deux vecteurs collinaires ont même direction et réciproquement, des vecteurs qui ont même direction sont collinaires. Représentation ici, voici un vecteur U. Ici, le vecteur V égale moins U, donc il s'écrit sous la forme lambda fois U avec lambda égale moins 1. Donc, ce vecteur V et ce vecteur U sont collinaires, ils ont la même direction. Il en est de même du vecteur W, W égale 3 demi de U, 3 demi de U, donc sous la forme lambda fois U, donc W est collinaire à U. Il est aussi collinaire à V parce que W s'écrit sous la forme moins 3 demi fois V. Et ces trois vecteurs ont en commun qu'ils ont la même direction. Et du moment où ils ont la même direction, ils sont collinaires. L'intrus dans ce schéma est ce vecteur t. La direction de t n'est pas la même que la direction de u, v et w. Donc le vecteur t n'est pas collinaire au vecteur u. Il n'est pas non plus collinaire à v ni à w. Par convention, le vecteur nul est collinaire à tout vecteur. En effet, on peut toujours écrire vecteur nul égale 0 fois u, quel que soit le vecteur u. Nous allons maintenant voir comment montrer que deux vecteurs sont collinaires. Comment montrer que deux vecteurs sont collinaires? Alors, le plus naturel est de revenir à la définition de la collinéarité. Donc, on va dire que U et V sont collinaires si et seulement si il existe un nombre réel lambda tel que V égale lambda fois U. Maintenant, si on est dans une base orthonormée, c'est-à-dire que l'on a des coordonnées de nos deux vecteurs. Donc voici deux vecteurs U1 et U2, U1 pour coordonnées X1 et Y1 et U2 pour coordonnées X2, Y2 dans une base orthonormée du plan. Comment savoir si ces deux vecteurs U1 et U2 sont collinaires? Alors on en revient à la définition ici. Donc si U2 et U1 sont collinaires, c'est qu'il existe un nombre réel lambda tel que U2 égale lambda fois U1. Si U2 égale lambda fois U1, c'est que les coordonnées de U2 sont égales à lambda fois les coordonnées de U1, c'est-à-dire que X2 égale lambda fois X1 et Y2 égale lambda fois Y. Autrement dit, les coordonnées de U1 et U2 sont proportionnelles. Et le facteur de proportionnalité lambda, c'est bien le même nombre réel qu'ici. Par exemple, le vecteur de coordonnées 1, 2 et le vecteur de coordonnées 2, 4 sont collinaires parce que 1, 2 et 2, 4 sont des coordonnées qui sont proportionnelles. 1, 2, si on multiplie 1, 2 par 2, on obtient 2, 4. Donc si on aperçoit, si on voit tout de suite qu'il y a une proportionnalité entre les coordonnées de deux vecteurs, on peut tout de suite conclure qu'il s'agit de deux vecteurs collinaires. Il y a une troisième méthode qui permet de voir s'il y a proportionnalité ou pas. Et c'est la méthode du déterminant. Qu'est-ce que c'est que le déterminant de deux vecteurs U1, U2 qui ont pour coordonnées X1, Y1 et X2, Y2? Leur déterminant, c'est tout simplement X1, Y2 moins X2, Y. Donc c'est le nombre réel que l'on calcule de cette manière-ci, X1, Y2 moins X2, Y. Si ce déterminant est nul, les deux vecteurs sont collinaires, c'est-à-dire que leurs coordonnées sont proportionnelles. Si le déterminant n'est pas nul, les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Donc le déterminant de U1, U2, donc je répète, X1, Y2 moins X2, Y. Parfois, le déterminant s'écrit sous cette forme-là, donc avec deux barres, ici X1, Y1, ici X2, Y2. Donc on dit déterminant de U1, U2 égale une barre comme ça, X1, Y1, X2, Y2, une barre, et on fait le produit en croix, X1, Y2 moins X2, Y. Quand est-ce qu'on utilise le déterminant? Quand on n'arrive pas à voir rapidement que les coordonnées de U1, U2 sont proportionnelles ou pas. C'est le cas notamment quand dans les coordonnées de U2, par exemple, nous avons un paramètre. On vous demande, par exemple, est-ce que le vecteur U1 de coordonnées 1, 2 et le vecteur U2 de coordonnées petit m 1 sont collinaires ou pas?
Et petit m est un paramètre. Donc pour savoir pour quelle valeur de petit m U1 et U2 sont collinaires, on va calculer le déterminant de U1 et U2. La valeur de m pour laquelle le déterminant est nul sera la valeur pour laquelle les deux vecteurs U1 et U2 seront collinaires. Nous allons maintenant voir comment utiliser la collinéarité pour résoudre deux types d'exercices. Un premier type d'exercice où on cherche à montrer que trois points distincts A, B et C sont alignés. Et la proposition à connaître est celle-ci. Trois points distincts A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. Donc ici, trois points A, B et C qui nous sont donnés dans un repère orthonormé. Pour montrer qu'ils sont alignés, il suffit de montrer que les vecteurs AB et AC sont collinaires. Donc si AB et AC sont collinaires, les trois points sont alignés, et si les trois points sont alignés, AB et AC sont collinaires. Deuxième type d'exercice, on considère quatre points distincts AB, C et D, et on cherche à montrer que la droite AB est parallèle à la droite CD. Et donc, la droite AB est parallèle à la droite CD, si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinaires. Nous allons tout de suite faire des exercices pour nous entraîner à utiliser ces deux propriétés. Dans un repère orthonormé, on considère quatre points ABCD dont on nous donne les coordonnées. On nous demande si les points ABC sont alignés, puis une autre question, si les points A, B et D sont alignés. Donc je vous invite à répondre à ces deux questions, puis à prendre connaissance du corrigé. On a représenté les quatre points A, B, C, D dans un repère orthonormé. Les voici, donc le point A pour coordonnées 1, 2, le point B pour coordonnées 3, 1, le point C, moins 1, 1 et le point D, 5, 0. Et je vous invite toujours à le faire parce que on a déjà un début de solution ici. Les points A, B et C ne sont pas alignés. Les points A, B et D semblent alignés et on va le montrer. Donc pour montrer que les points A, B et C, pour étudier l'alignement éventuel des points A, B et C, on va calculer les coordonnées du vecteur AB et celles du vecteur AC. Les coordonnées du vecteur AB, xb moins xa, 3 moins 1, 2. yb moins yk, 1 moins 2, moins 1. Les coordonnées du vecteur AC, xc moins xa, moins 1, moins 1, moins 2. Et yc moins yk, 1 moins 2, moins 1. Est-ce que les coordonnées de ces deux vecteurs sont proportionnelles? Elles ne le sont pas parce que la deuxième coordonnée moins 1 est la même alors que la première n'est pas la même. Donc il n'y a pas de proportionnalité entre les coordonnées de AB et celles de AC. Donc AB et AC ne sont pas collinaires. AB et AC n'étant pas collinaires, les points A, B et C ne sont pas alignés, ce que l'on constate effectivement. On aurait pu aussi calculer le déterminant de AB-AC, même si la non-collinéarité, on l'a vu tout de suite. Déterminant de AB-AC, donc 2 moins 1, moins 2, moins 1. Un produit en croix, 2 fois moins 1, moins 1 fois moins 2, moins 4. Le déterminant de AB et de AC étant différent de 0, AB et AC ne sont pas collinaires, AB et C ne sont donc pas alignés. Nous allons faire la même chose maintenant avec les trois points A, B et D qui, eux, d'après notre schéma, semblent alignés. Nous allons maintenant étudier si les points A, B et D sont alignés. Pour cela, on va calculer les coordonnées des vecteurs AB et AD et vérifier si ces deux vecteurs sont collinaires ou pas. Les coordonnées de AB, on les avait déjà calculées, 2 moins 1. Les coordonnées de AD, xd moins xa, 5 moins 1, ça veut dire 4. yd moins yk, 0 moins 2, donc moins 2. AB a pour coordonnées 2 moins 1, AD a pour coordonnées 4 moins 2. Est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires? Est-ce que les coordonnées de ces deux vecteurs sont proportionnelles? La réponse est oui. Vous voyez que AD, le vecteur AD, est tout simplement égal à 2 fois le vecteur AB. AD égale 2AB. Donc AB et AD sont collinaires, A, B et D sont donc alignés, comme le schéma nous l'indiquait d'ailleurs. Dans un repère orthonormé, on considère 4 points ABCD dont on nous donne les coordonnées, avec cette particularité pour les points C et D que leurs coordonnées, donc l'abscisse de C est égal à petit m, qui est un nombre réel que l'on ne connaît pas, et l'ordonnée de D est aussi égale à petit m, qui est donc un nombre réel que l'on ne connaît pas. Il s'agit de déterminer la valeur de petit m pour laquelle la droite AB est parallèle à la droite CD. Donc je vous invite à trouver la solution de cet exercice, puis à prendre connaissance du corrigé ensuite.
Alors dans cet exercice, on ne pourra pas représenter les points C et D, donc faire un schéma, puisque les coordonnées de C et de D sont dépendantes d'un paramètre M qu'il s'agit justement de trouver. Nous avons vu que les droites AB et CD étaient parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD étaient collinaires. Nous allons donc calculer les coordonnées de ces vecteurs AB et CD. Les coordonnées de AB, xb moins xa, yb moins yk. xb moins xa, 2, yb moins yk, moins 1, 2 moins 1. Les coordonnées de CD, xd moins xc, 5 moins m, et yd moins yc, m moins 3. 5 moins m moins 3. Donc, les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si ces deux vecteurs sont collinaires, et on sait que ces deux vecteurs sont collinaires si et seulement si leur déterminant est égal à 0. Ici, on va utiliser le déterminant parce qu'il n'est pas évident de voir si les coordonnées de AB, 2 moins 1, sont proportionnelles. Pour quelle valeur de M ces coordonnées sont proportionnelles aux coordonnées 5 moins m moins 3 de CD. Donc là, on a recours au déterminant. Le déterminant de ABCD, donc déterminant de ABCD, produit en croix 2 fois m-3 moins 1 fois 5 moins m, donc 2 fois m-3 plus 5 moins m qui donne m-1. Donc le déterminant de ABCD est égal à m-1. Ce déterminant est égal à 0 si et seulement si m est égal à 1. Donc AB et CD sont collinaires si et seulement si m égale 1. Et AB et CD sont collinaires si et seulement si AB et CD sont parallèles. Donc AB et CD sont parallèles si et seulement si M égale 1. Nous allons vérifier quand même que la valeur M égale 1 convient bien et qu'il n'y a pas d'erreur dans ce que l'on a fait. Donc on va remplacer M par 1 dans les coordonnées de CD. Donc si on remplace M par 1, le vecteur CD donc a pour coordonnées 4 et moins 2. Alors le vecteur CD de coordonnées 4 moins 2, le vecteur AB de coordonnées 2 moins 1, donc CD est égal à 2 fois AB. Et donc pour M égale 1, CD et AB, comme on s'y attendait, sont bien collinaires. Et si CD et AB sont collinaires, les droites AB et CD sont bien parallèles pour la valeur M égale.